Objectif numéro 1, comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques, avantages comparatifs, dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale. Pour réaliser cet objectif, nous allons raisonner en 4 temps. Tout d'abord, travailler sur le modèle des avantages absolus afin de montrer que le commerce international profite à tous. Deuxième temps de l'analyse, il faudra travailler sur le modèle des avantages comparatifs pour montrer que l'échange est profitable, même lorsqu'un pays concentre tous les avantages absolus. Troisième temps de l'analyse, ce sera l'étude des dotations factorielles qui peuvent être un autre déterminant des avantages comparatifs. Enfin, on montrera qu'il est utile de combiner le modèle des dotations factorielles et le modèle des dotations technologiques pour mieux saisir les avantages comparatifs. Donc, premier point, le modèle des avantages absolus. Le commerce international renforce la richesse de toutes les nations. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la doctrine économique dominante, c'est le mercantilisme. Le mercantilisme se base sur un présupposé assez simple, à savoir que la richesse, ça consiste en l'accumulation de métaux précieux. Dans cette optique, l'échange international est un jeu à somme nulle. Cela signifie que les gains que réalise un pays sont les pertes que réalise le partenaire. En l'occurrence, un pays qui exporte voit entrer dans son pays du métal précieux, tandis qu'un pays qui importe voit sortir du pays des métaux précieux. Par voie de conséquence, la recommandation de politique économique par les mercantilistes est assez claire. Il faut protéger le marché intérieur pour limiter les importations et subventionner le secteur industriel, le secteur économique, pour stimuler les exportations et favoriser, en l'occurrence, l'entrée de métaux précieux. Cette pensée-là est rejetée par un économiste libéral anglais, Adam Smith, au XVIIIe siècle. Il considère que ce raisonnement sur la richesse est fallacieux. C'est-à-dire que pour lui, la richesse, ce ne sont pas les métaux précieux, mais c'est la production de biens et de services. Il écrit à ce propos, « Tenter d'accroître la richesse d'un pays en y introduisant ou en y retenant une quantité inutile d'or et d'argent est aussi absurde que de tenter d'accroître la bonne chère des simples familles en les obligeant à garder un nombre inutile d'ustensiles de cuisine. » Autrement dit, les mercantilistes, selon Smith, se trompent de combat en voulant retenir l'or, et ceci finalement au détriment de la production réelle. Dans ce cadre d'analyse où la richesse finalement c'est la production, eh bien, le commerce international va être abordé, va être compris d'une manière tout autre. Avec cette approche de la richesse, le commerce international est un jeu à somme positive, c'est-à-dire un jeu dans lequel il n'y a que des gagnants. Comment Adam Smith parvient-il à l'expliquer? Pour cela, il construit un modèle économique, le modèle des avantages absolus. Ce modèle est fondé sur des différences de dotation technologique entre pays. C'est-à-dire que les pays sont dotés de climat, de savoir-faire, de technologies qui sont différentes. Par voie de conséquence, les pays, en fonction de ces différences de dotation technologique, ont également des différentiels de productivité. Un pays possède donc un avantage absolu pour Smith dans la production d'un bien si il est plus productif que l'autre pays. Par voie de conséquence, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il possède un avantage absolu, c'est-à-dire le bien pour lequel il est plus productif que son partenaire commercial. Et à se procurer le bien qu'il ne produit plus par le commerce international. Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que grâce au commerce international, on peut se spécialiser,
sans renoncer à obtenir le bien que l'on ne produit plus, puisqu'on va pouvoir l'avoir par l'échange. Ce qui est absolument remarquable dans cette théorie, c'est de se rendre compte en fait, que le commerce international permet d'améliorer l'allocation des facteurs de production. La production mondiale devient plus forte parce que chaque pays se spécialise dans l'activité où il est le meilleur, ce qui fait qu'après échange, chaque pays dispose d'une quantité plus importante des deux biens qu'en situation d'autarcie. Nous poursuivons ce premier objectif d'apprentissage en nous intéressant au modèle des avantages comparatifs qui permet de montrer que l'échange est profitable même dans le cas où un pays concentre tous les avantages absolus. Le promoteur de ce modèle des avantages comparatifs, à savoir David Ricardo, utilise un exemple dans lequel il met en jeu la production de draps et de vin dans deux pays, le Portugal et l'Angleterre. On constate dans le tableau qui apparaît que le Portugal est plus productif à la fois dans la production de draps et dans la production de vin, ce qui se traduit par des coûts de production unitaire du drap et du vin au Portugal qui sont plus faibles que ceux que l'on peut constater en Angleterre. Cela signifie donc, dans la théorie des avantages absolus, que le Portugal n'a aucun intérêt à commercer avec l'Angleterre. Ricardo n'est pas d'accord avec cette conclusion et va essayer de démontrer que ce n'est pas le cas en développant une théorie, à savoir la théorie des avantages comparatifs. Avec cette théorie, il va démontrer que même dans cette situation, le commerce international, l'échange entre le Portugal et l'Angleterre peut améliorer la situation des deux pays. La loi des avantages comparatifs stipule ainsi qu'un pays doit se spécialiser dans la production du bien dont le coût relatif interne est plus faible que dans l'autre pays. Dans notre exemple du Portugal et de l'Angleterre et de la production du drap et du vin, on se rend compte que le Portugal a intérêt à se spécialiser dans la production de vin. Sur le marché, son marché intérieur, le Portugal peut échanger une unité de vin contre 0,89 unités de drap. Et on constate qu'en Angleterre, cette même unité de vin s'échange contre 1,2 unités de drap. Cela signifie donc que, par l'échange, les deux pays parviendront sûrement à s'entendre pour trouver un prix, un rapport d'échange qui soit plus favorable que le rapport d'échange interne qu'on constate au Portugal, c'est-à-dire un rapport d'échange qui sera compris entre 0,89 et 1,2. Dans ce cadre-là, le Portugal obtiendra davantage de draps que ce qu'il obtiendrait en situation d'autarcie. Du côté de l'Angleterre, ce pays a intérêt à se spécialiser dans la production de draps, puisque une unité de drap s'échange sur le marché anglais contre 0,83 unités de vin. Mais au Portugal, une unité de drap s'échange contre 1,125 unités de vin. En mobilisant le même raisonnement que celui qu'on a utilisé dans le cadre du Portugal, on voit que l'Angleterre, elle aussi, parviendra, en se spécialisant dans le drap, à obtenir à la fois plus de draps et plus de vin. Troisième point de ce premier objectif d'apprentissage, c'est de montrer que les avantages comparatifs peuvent aussi s'expliquer par les dotations factorielles. Il n'y a pas simplement les dotations technologiques qui sont à la base de l'avantage comparatif, on peut aussi s'intéresser aux dotations factorielles. C'est le modèle HOS
du nom des différents auteurs ayant participé à l'édification de ce modèle, à savoir Heckscher, Olin et Samuelson, qui vont montrer que l'avantage comparatif n'est pas forcément fondé sur des différences de dotation technologique, donc sur des écarts de productivité, mais qu'il peut aussi se concevoir, se penser à partir de différences de dotation factorielle. Les dotations factorielles, à quoi ça renvoie? Ça renvoie à la dotation relative d'une nation en facteur de production. C'est-à-dire qu'on essaye de déterminer si le pays possède relativement plus de travail ou relativement plus de capital dans sa combinaison productive. Dans cette théorie, dans ce modèle, un pays va disposer d'un avantage comparatif dans la production qui va utiliser le facteur relativement abondant sur son territoire. Ce modèle des dotations factorielles va lui aussi être à l'origine de gains mutuels à l'échange, et ces gains mutuels à l'échange vont, tout comme dans le modèle des dotations technologiques, passer par un mouvement de spécialisation et une meilleure allocation des ressources. Prenons l'exemple d'une nation A et d'une nation B. La nation A est relativement mieux dotée en travail qu'en capital. La nation B, elle, est relativement mieux dotée en capital qu'en travail. La première nation a intérêt à se spécialiser dans la production d'un bien à faible intensité capitalistique, c'est-à-dire un bien qui nécessite relativement plus de travail que de capital, parce que le coût du travail y sera favorable. Dans la nation B, c'est l'inverse qu'on va constater. Ce pays aura intérêt à se spécialiser dans la production de biens à forte intensité capitalistique, parce que le coût du capital y est favorable. Le résultat de cette spécialisation, en fonction des dotations factorielles, ici il faut bien se rendre compte qu'on ne parle plus de différentiel de productivité, mais de différentiel de dotation en facteurs, débouche sur des échanges, et à travers ces échanges, finalement, de produits, c'est comme si les deux nations échanger les facteurs de production dont ils disposent en abondance contre les facteurs de production qui sont rares sur leur territoire. De cette manière, les facteurs de production sont mieux alloués, des gains mutuels à l'échange émergent, le commerce, dans ce cadre aussi, est un jeu à somme positive. Dernier point de ce premier objectif d'apprentissage, ça va consister à montrer qu'il est utile de combiner les dotations factorielles et les dotations technologiques pour saisir de manière assez fine les avantages comparatifs. Le tableau que vous pouvez observer présente le contenu en facteurs des exportations et des importations américaines en 1962. À cette époque, les États-Unis sont un pays très développé, dans lequel on est bien doté en capital. Pourtant, ce que l'on constate, c'est que les exportations américaines sont moins intensives en capital que ces importations. Et ça, c'est assez étonnant, parce que si on se réfère au modèle des dotations factorielles, un pays bien doté en capital aurait dû se spécialiser dans la production de biens à forte intensité capitalistique, et donc ces exportations devraient contenir énormément de capital, et c'est pourtant l'inverse qu'on constate. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Pour l'expliquer, il faut articuler les dotations factorielles avec les dotations technologiques. Si les exportations américaines sont plus intensives en facteur travail, c'est tout simplement parce que les travailleurs américains sont plus productifs que les travailleurs du reste du monde. En effet, on se rend compte que les travailleurs américains sont en moyenne plus formés que dans les autres pays du monde, 10,1 années contre 9,9 années dans les importations. Et surtout,
eh bien, la proportion d'ingénieurs et de scientifiques dans la main-d'œuvre y est plus importante, ce qui fait qu'on a des technologies qui sont supérieures et qui se traduisent finalement par une productivité plus importante. Cette productivité plus importante, permise par un meilleur capital humain, par un meilleur capital technologique, fait comme si on multipliait le nombre de travailleurs aux États-Unis. Et donc, ce qui paraissait paradoxal au départ, ne l'est plus vraiment, c'est la productivité plus importante des travailleurs américains qui explique pourquoi les exportations américaines sont plus intensives en facteur travail que leurs importations. L'enseignement de cet exemple que nous avons étudié, c'est que pour bien comprendre le commerce international, il faut à la fois se référer à l'approche par les dotations factorielles, mais aussi à l'approche par les dotations technologiques. Plus que s'opposer, ce sont des explications qui sont complémentaires. Pour résumer cet objectif numéro 1, il faut retenir que le commerce international est un jeu à somme positive. C'est-à-dire qu'il y a des gains mutuels à l'échange. Les co-échangistes trouvent un gain à échanger. Ces gains à l'échange vont reposer sur la spécialisation dans la production pour laquelle le pays possède un avantage comparatif, ce qui va permettre d'améliorer l'allocation des ressources productives, à savoir les facteurs de production, et d'augmenter la production mondiale. L'échange international induit par la spécialisation est un échange un petit peu particulier, c'est un échange interbranche. Qu'est-ce que ça signifie un échange interbranche? C'est un échange de produits qui ne viennent pas de la même branche, c'est-à-dire des biens agricoles contre des biens industriels, du drap contre du vin, entre des pays qui ont des structures productives qui sont très différentes. L'avantage comparatif peut trouver son origine soit dans des dotations technologiques, c'est le modèle des avantages absolus et des avantages comparatifs, soit dans des dotations factorielles, à savoir le modèle HOS. La compréhension fine du commerce international nécessite d'articuler ces deux approches, à savoir approche par les dotations factorielles et approche par les dotations technologiques.